Je fais mes notes. Bah, pourquoi t'as pris des notes? Non, c'est pas les questions. Je sais bien. J'ai un peu de mémoire. Michel? Alors. Bah, ça marche pas, ça. Il faut appuyer longtemps sur le bouton rouge. C'est ça. Le bouton rouge sur le fil rouge et le bouton vert sur le fil. Bien. T'es prêt? Ouais. Je pense que vous tous qui êtes là, vous n'êtes pas devenus entraîneurs par hasard. Je ne crois pas au hasard. Et donc il y a toujours des moments déterminants dans une vie qui font qu'on va prendre un chemin auquel on ne pensait pas. Michel, pour commencer, alors vous le connaissez tous, hein, maintenant c'est une star. On voit lui partout, vous avez vu là-haut. Il sera aux Jeux Olympiques avec un nageur dont je pense qu'il peut être champion olympique. Un petit coup de pression supplémentaire. On se connaît depuis qu'il est tout petit. Et donc je suis vraiment heureux que tu sois avec lui. Cet exercice, on ne l'a jamais fait. En fait, c'est lui qui pose des questions d'habitude. Donc c'est quoi ce moment, Michel, qui pour toi est déterminant? En fait, c'est toujours un moment de rencontre auquel on ne s'y attendait pas. J'ai eu une carrière de nageur très moyenne. Oui. J'avais une idée de faire un métier dans le sport parce que en fait, j'avais envie plutôt de me marrer dans la vie, donc de faire un métier sympa. Et puis, ça a été une rencontre avec toi, bien entendu. Je dis bien entendu parce qu'il y a beaucoup de sens dans ce que je dis. En fait, pour la première fois en France, s'est organisée une formation d'éducateur sportif. On appelait ça, c'était le BESAN. Et donc, une formation rémunérée, donc ce qui était super. J'avais 20 ans. En fait, j'allais toucher le SMIC pendant un an. Et puis, j'allais me former à être éducateur sportif, ce qui correspondait tout à fait, en grosso modo, à l'idée que j'avais de mon métier futur, c'est-à-dire faire un truc dans le sport. Bien un truc. Et puis, bien peu à peu, je me suis pris au jeu, j'ai découvert des choses vraiment fantastiques et qui m'ont plu. Et après cette année de formation, j'ai vraiment décidé de m'investir dans ce métier d'entraîneur. C'est-à-dire que je passais le stade d'éducateur pour être entraîneur. Donc je voulais m'inscrire dans un métier où j'amènerais peu à peu des jeunes à devenir performants avec beaucoup d'ambition. Ok. Est-ce que quand on est athlète, tu l'as dit, tu es un nageur moyen, je confirme, mais c'est pas une honte d'être un nageur moyen. La preuve, c'est un excellent entraîneur. Et c'est ça a peut-être à voir. Est-ce que quand on est nageur ou quand on est athlète, on a déjà en tête cette idée qu'on peut devenir entraîneur? J'étais critique dans les entraînements. Donc en fait, je pense que cet esprit critique, c'était pas parce que j'en voulais du tout à mon entraîneur, que je respectais beaucoup. Mais en fait, je me posais... C'était Henri Vachon. Oui, c'est Henri Vachon. Alors juste pour Et donc, je disais, mais pourquoi il nous fait faire ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Enfin, ça, je pense que c'est pas bon pour moi. Enfin. Et j'aimais me retrouver avec certains nageurs dont on discutait de technique ou de performance. On était admiratifs devant les Australiens, admiratifs de la natation américaine. Donc on était déjà... pas de natation française. Alors, le premier nageur français avec qui j'avais beaucoup de respect, c'était Alain Godvalès. Mais j'ai un souvenir de lui qui est quand même particulier parce qu'Alain Godvalès, je vais raconter cette anecdote. Donc à l'époque, dans notre programme de jeunes, il y avait les flèches Vittel, donc c'était les critères nationaux pour les jeunes nageurs, c'était pour les benjamins. Et donc à Vittel, tous les ans, étaient réunis les meilleurs benjamins français. Et Alain Godvalès était là pour faire une démonstration de nage. Et donc, au milieu de la compétition, arrive le moment où Alain Godvalès va faire son 100 mètres de démonstration.
Et je cherchais qui c'était, je voyais un gars en maillot de bain et qui était en train de fumer sa clope. Et je sais pas lui. Bref, et à un moment donné, bon, Alain Godvalès. Et Alain Godvalès arrive au clos avec sa cigarette. Il la pose comme ça sur le clos. Il monte, il part, il plonge. Il fait un 100 mètres. Bref, déjà, j'étais en admiration devant lui. Et voilà, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin voilà, donc le premier nageur qui, moi, m'a impressionné parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de. C'était esthétique. Voilà, l'esthétique. J'ai rajouté un petit truc à propos de Godvalès. Ouais. C'est que Godvalès a battu le record du monde du 100 mètres nage libre. Il l'a battu à Budapest. Il a fait une perte absolument incroyable parce qu'à l'époque, pour nager un 100 mètres, il fallait toucher le mur. On ne pouvait pas faire un virage culbute sans toucher le mur avec la main. Et Alain, on l'a invité au championnat d'Europe de Budapest, je ne sais plus en quelle année. 2010. 2010, c'est ça? Non, j'étais plus là-bas. Moi, je l'ai vu en 2010. Ouais, non. Il était mort. Bon. Si. On va oui. Et là, il est décédé, Alain. Et donc, on décide de l'inviter au championnat d'Europe de Budapest, à l'endroit où il a battu le record du monde. Et je passe du temps avec lui parce que c'est vraiment, enfin, j'espère que vous avez aussi cette chance de côtoyer les champions et de partager avec eux ce qui les a motivés. Et je discute avec lui de son 100 mètres. Et surtout, je lui rappelle quelque chose, parce que le jour où il bat le record du monde, pour lui, on voyait un peu le gars que c'était, hein, il était capable de fumer sa cigarette avant d'aller nager. Enfin, il nage 52 quelque chose à l'époque, 52,9. Et il décide que puisqu'il a battu le record du monde, bah, qu'est-ce qu'il va les foutre au jeu, quoi. Et donc il dit au DTL, bah écoute, j'irai pas au jeu. Je suis le meilleur du monde, donc qu'est-ce que je vais aller faire aux Jeux Olympiques? Vous voyez déjà Et impossible de fléchir sa décision. Et un jour, ses parents reçoivent un coup de fil, et au bout du fil, il y a une grosse voix comme ça qui dit bonjour, monsieur Godvalès. Et monsieur Godvalès dit à qui j'ai l'honneur? Bien, au téléphone, c'est le général de Gaulle. Alors là, tu dis, mais non, franchement, arrêtez vos plaisanteries, on est des gens sérieux. Non, c'est bien le général de Gaulle. Ah bon, et pourquoi vous nous appelez, monsieur le président? Ben, on voudrait quand même que vous expliquiez à votre petit que quand on est record du monde, il faut aller aux Jeux Olympiques pour représenter son pays. Donc il a été aux Jeux Olympiques simplement parce que le général de Gaulle a téléphoné à ses parents. Vous voyez, bon, il a fait 5e, mais il n'avait vraiment pas envie d'y aller. Il l'a fait parce qu'en gros, on l'oblige. Vous voyez, vous avez tous, soit vous avez été athlète, soit vous avez rencontré des athlètes, c'est pas des gens comme les autres. On continue, Michel? Je pense que j'en étais resté donc à... Voilà, cette démonstration. Voilà, c'est un nageur qui m'avait séduit. Je crois que c'est ça, parce que pour moi, je pense que la performance est avant tout esthétique. Chaque fois que j'observe un athlète, peu importe dans quelle discipline, je pense que rien que voir l'esthétisme de l'action, eh bien, ça prédit la performance au bout. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose d'artistique dans et tu avais dit ça, quoi? Là, je pense que dans son genre, il y avait quelque chose de particulier, tout comme peut l'avoir Lady qui maintenant. Voilà. Ils font quelque chose de vraiment particulier. Donc ça appelle le regard et après l'intérêt qu'on va lui porter plutôt d'avoir des modèles un peu standardisés. Et voilà, donc j'ai commencé à entraîner avec une fonction de maître nageur, parce qu'à l'époque le métier d'entraîneur n'était pas reconnu, il fallait faire sa journée de maître nageur, donc à l'époque on faisait pas 35 heures par semaine, je crois qu'on en faisait plutôt 43, un peu plus, et après on faisait le club. Le club c'était en dehors de son temps de travail. Donc voilà, je me suis mis volontiers, et j'avais l'ambition dans la réussite, mais moi l'ambition elle était voilà, au niveau départemental, j'étais content quand on allait, bon j'avais trouvé du travail dans le Val-d'Oise, je n'avais pas trouvé en Picardie, parce que malheureusement... pas très loin d'ici, ouais, à Beaumont-sur-Oise. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière dans
petite piscine Canton, d'ailleurs le nom du club c'était le Canton Club. Donc c'était un bassin de 25 mètres avec 6 lignes d'eau, il y avait de quoi faire. Et puis quand je suis arrivé, sorti de ma formation avec plein d'idées, des conceptions un peu originales en tout cas. Le premier jour d'entraînement, j'ai été déchanté parce qu'on m'a dit voilà ton club, et j'avais des gamins de 6 ans et jusqu'à 23 ans dans un espace de 3 lignes d'eau qui n'était pas délimité. Donc je me suis dit que si je voulais arriver à mes fins, il fallait que je structure avant d'entraîner. Donc j'ai passé 4 ans à ne pas entraîner. J'ai passé 4 ans à imaginer le club, enfin, les moyens que j'allais utiliser pour pouvoir entraîner. Donc, bien entendu, j'ai commencé à la base, donc j'avais les écoles de natation, c'était super, j'avais des gamins de 6 ans, 7 ans. Pour moi, l'entraînement, il a commencé là, mais c'était plus de l'éducation, c'était de la formation. On n'était pas dans un système d'entraînement à la performance. Et par contre, il fallait que je prenne le temps de construire l'instrument qui allait être le mien pour les... Bon, je ne m'étais pas donné limite, mais en tout cas, ça a duré 20 ans cette histoire. Donc j'ai commencé en 78 et j'ai arrêté, j'ai quitté le Mont-sur-Oise pour venir comme conseiller technique en Picardie en 96. Donc voilà, j'ai pris le temps. Ça se fait aussi alors, c'est les 20 ans aussi. Ouais, c'est les 20 ans. Ouais, 20 ans ouais. C'est une date super, 96. 20 ans. Sauf pour moi. Eh oui, comme tu l'as dit, voilà, tout a démarré peut-être là. Enfin pour moi, parce que toi tu es parti à cette date, donc. Ouais. Et donc, j'avais confiance dans ce que je faisais, j'ai construit peu à peu, et puis les résultats sont arrivés, mais sans vouloir absolument le résultat. C'est-à-dire que j'avais une idée de la natation, une idée de la performance. Moi, ce qui m'intéressait, c'était voilà, il y avait Villers-Belle à l'époque qui était le meilleur club du Val d'Oise, donc j'étais content de démontrer qu'un petit club pouvait être meilleur que l'autre dans certaines épreuves, pas sur la totalité, mais en tout cas, voilà, j'étais content de former des jeunes qui allaient être ambitieux pour taper le club voisin, quoi. Et j'étais pas là à faire des grands discours, tu vas être champion olympique, champion du monde, d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'était, donc si, en lisant l'équipe tout en même temps, il n'y en avait pas beaucoup. Non, mais bon, et je pense que petit à petit, les résultats engendrés par les nageurs dont je m'occupais, m'interrogeaient en permanence, c'est-à-dire à chaque fois je pensais que la structure que j'avais mise en place en 3-4 ans allait être suffisante pour voyager sur le long terme. Et tous les ans, j'étais obligé de changer parce que voilà, les horaires aménagés, les sections sportives, une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, et après je me disais voilà, ça y est, j'y suis arrivé, mais non, après c'était comment on continue à entraîner, parce que les nageurs ne voulaient pas me quitter. Alors que généralement ils partaient d'autres horizons, mais donc la seconde, la première, la terminale, et à chaque fois il fallait que je m'organise moi pour retrouver les solutions pour les entraîner. Donc ça a été aussi un changement sur ma situation professionnelle, c'est-à-dire que j'ai eu quelques heures de détaché, puis après un détachement à mi-temps, et puis après un détachement à plein temps. Et puis voilà, ça a duré 20 ans cette histoire. Mais les résultats, quand tu m'as demandé d'intervenir, je me suis dit, dans ce que je vais décrire, est-ce qu'il y a un moment de ma carrière qui dure, donc ça commence en 78, est-ce que j'ai eu un trou? Voilà. Et je m'aperçois, quand j'ai fait un flashback comme ça, j'ai eu l'impression de progresser depuis maintenant presque 40 ans. Et est-ce que cette idée, peut-être après vous interviendrez là-dessus, parce que c'est assez récurrent chez les gens que je rencontre, l'idée de la structure comme condition essentielle de la mise en œuvre d'un projet. Est-ce que tu l'as poursuivi quand tu arrives à Amiens, par exemple, cette idée? Est-ce qu'elle t'a poursuivi ou pas? C'est-à-dire de mettre en place un cadre idéal pour performer? Non. Non. Non, mais parce qu'il y avait un minimum. Alors, quand même, il faut savoir que dans les piscines Canton, il y a le public, il y a les scolaires, le club, il y a plein de... Et quand on veut commencer à entraîner 2 fois par jour, il y a un minimum de conditions à avoir. Et quand je suis arrivé à Amiens, j'ai rien demandé. Alors là, les
les gars qui avaient opéré avant moi, et les entraîneurs du club, me disaient mais à Amiens c'est nul, on n'a rien, Et en fait j'ai rien demandé, moi ce qu'il me fallait c'était de l'indo, il me fallait un petit espace pour faire la musculation, il me fallait un petit endroit pour recevoir les nageurs, et voilà, après c'était pas la peine d'avoir un outil extraordinaire. Donc non, ça j'avais dépassé cette idée. Donc en fin de compte, je pense que c'est quand même l'athlète qui pose la réflexion, c'était cet athlète me pose problème, maintenant qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour réussir, pour lui faciliter la vie et l'aider à performer. Et non pas tu es ici dans un outil merveilleux et tu ne peux que performer. Ah d'accord. Donc là il y a quand même un autre niveau de réflexion qui apparaît, c'est-à-dire les nageurs. Les nageurs au centre de ta réflexion, comment les faire progresser et comment les amener à un niveau supérieur. Oui, parce qu'en fait, hormis le cadre de travail que j'ai imaginé, enfin que j'ai réussi à mettre en place, le BABA, des horaires d'entraînement, des vidéos, on était nombreux quand même, la salle de musculation, je me suis aperçu que tous les jours en tant qu'entraîneur, on courait en fin de compte, on courait à trouver des solutions dans l'organisation d'une journée de l'athlète, c'est-à-dire problèmes scolaires, problèmes de trajet, problèmes d'environnement social, tout un tas de problèmes de la diététique, enfin bon, tout ce à quoi vous êtes confrontés au quotidien. Je me suis aperçu que je passais plus de temps en dehors du bassin à essayer de bien organiser, de faciliter l'entraînement et les performances, et que le temps le plus facile pour moi, c'est le temps où le soir j'écris ma séance d'entraînement, et après je coach pendant 2 heures. À la limite, ça c'est facile. Hein. Mais tout ce qui est difficile, c'est de faciliter l'environnement pour que l'athlète puisse s'entraîner dans bonnes conditions. Donc tu dis que finalement, tu as progressé tout le temps. Alors ouais, c'est ton sentiment. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Non. Tu as le droit de dire non. Ouais, on va dire non. Ah, c'est important. C'est important de poser le doigt sur cette idée de trajectoire. Si je pense uniquement performance, je pense que je vais être déçu. Par contre, si je pense que j'ai progressé dans ma relation aux autres, ma relation avec les nageurs, tout ce qui entoure, j'ai énormément progressé là-dessus. Après, la contre-performance, si je réduis uniquement mon activité à la notion chronométrique, je crois que je peux avoir que des doutes et des déceptions. Par contre, si c'est l'enthousiasme que tous les jours les entraîneurs, les nageurs mettent à venir à l'entraînement, mes collègues qui viennent me discuter avec moi de natation, les gens qui viennent me parler et tout, enfin, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Alors, tout à l'heure, je me regardais, je l'ai connu et être connu. Je crois que ça aussi, c'est important. On fait ça pas pour ça, on fait pas ça pour ça. J'ai discuté avec Philippe Lucas au championnat d'Europe. Lui, il fait pas ça pour être reconnu. Lui, c'est le star de la natation. C'est le star, c'est un people. Donc lui, en fin de compte, il est connu, reconnu et on joue. Mais donc on n'est pas dans le même. Voilà, c'est pas le même truc. N'empêche que c'est un très bon entraîneur. Hein. Et donc voilà, moi, ma réussite, elle n'est pas là. Et si, en fait, j'avais eu ce sentiment d'échec, peut-être que oui, par exemple, si je pense Radius, qui ne se qualifie pas aux Jeux en individuel en 2012 à Dunkerque pour les Jeux Olympiques de Londres, je me dis, je suis en échec. Bon. À ce moment-là, j'entraîne 2 autres nageurs qui se qualifient, eux, pour les Jeux, et dont un d'O6 qui prend la place de Jérémy. Donc bon, plus jamais je ferai ça, mais en tout cas, je l'ai fait. Donc, j'ai entraîné un nageur, en fin de compte, qui est venu s'entraîner avec un mois avec moi et qui, lui, s'est qualifié à la place de Jérémy. C'était un moment difficile à vivre, mais en tout cas, voilà, c'est partie de l'histoire. Donc, j'ai vraiment l'impression que tous les ans, je ne fais pas la même chose, parce que j'ai pas du tout. En plus, pourtant, grosso modo, j'ai à peu près les mêmes nageurs, et j'ai l'impression qu'on ne fait pas la même chose. Donc toi, ce qui te fait lever le matin, d'abord, c'est les nageurs, c'est la volonté de les faire progresser, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour de ton activité. C'est-à-dire cette reconnaissance aussi qui te fait avancer. Ouais,
Le matin, moi je me rappelle quand on s'entraînait au Coliseum, les gens, on avait 2 lits d'eau pour s'entraîner, les gens prenaient les lits d'eau et s'installaient dans les lignes. Alors je leur disais, mais attendez, on s'entraîne. Et les gens me disaient, mais attendez, nous on a payé l'entrée, donc on a le droit de nager comme vous. Donc je leur disais, bon, vous à la licorne, voilà, le terrain il vous appartient, vous l'avez payé dans un peu locaux, est-ce que vous avez le droit d'aller jouer au foot le dimanche? Non, donc ici on s'entraîne, c'est pareil, enfin bon. Et puis petit à petit, cette reconnaissance, elle vient quand on arrive à la piscine, et ben, il y a des gens qui viennent sur le bassin et qui nous font, voilà. Ou il y a des gens qui s'arrêtent dans les rideaux d'à côté et qui mettent la tête sous l'eau pour aller voir comment ils s'organisent, enfin bref. Donc on a réussi à intéresser les gens autour de notre pratique, alors qu'en fin de compte, ils s'en foutaient royalement il y a encore quelques années. D'accord. On va sauter un petit peu quelques années, et on va donc essayer de porter un petit regard sur l'arrivée de Jérémy à Amiens. Parce qu'en fait, maintenant le monde te connaît au travers de Jérémy. Même si je sais que tu n'aimes pas qu'on résume ton action qu'à Jérémy, parce qu'il y a d'autres nageurs de très haut niveau dans la structure. Essaie de nous dire un petit peu rapidement cette histoire. Et puis, essayer de réfléchir au talent. C'est quoi le talent? On va finir un petit peu là-dessus. Alors Jérémy, c'est j'étais conseiller technique régional, et Jérémy nageait à Friville. Et ça faisait un moment... C'est dans le Pontieux, là, pour ceux qui ne savent pas. C'est à côté de la ville. Dans le Vimeux. Tu dit quoi? Tu vois, ah ouais, c'est déjà ville. Ouais, mais ça, c'est les problèmes de Claude, il ramène tout. Donc, en fait, c'est un gamin que j'avais repéré, et donc, je lui avais dit, écoute... repérer, comme tu repères quoi? Je reviens en sens esthétique tout à l'heure. D'accord, tu le trouvais esthétique. Ouais, je vois nager, j'ai dit, c'est formidable ce qu'il est en train de faire. Je ne vais pas regarder le problème. Parce que de toute façon, en plus, il fallait pas regarder le temps, parce que c'était un gamin qui tenait jamais 100 mètres. Donc, quand il faisait 50, il tenait 25 mètres, et quand il faisait 100 mètres, il tenait 50. Et puis, il avait horreur de nager 200 mètres, parce que pour lui, c'était du demi-fond. Mais bon, c'était dans sa culture, c'est-à-dire dans le club dans lequel il s'entraînait, il faisait l'UNSS, enfin, waterpolo, il faisait beaucoup d'activités, puis il nageait pour se marrer avec ses copains, et puis il n'aimait pas trop l'entraînement. Il a quel âge quand tu le repères? Je le repère, il a 15-16 ans, c'est le moment de la Coupe de France des Règles. Vous entendez? Il a 15-16 ans. Donc les images, il faut commencer tôt. Si à 6 ans on n'a pas fait des trucs, on ne peut rien faire. Voilà un contre-exemple. Et on a des contre-exemples comme ça partout. Ce qui compte, c'est pas ça. Alors en fait, il nageait depuis un moment, hein, mais bon voilà, il faisait des compétitions départementales, et puis il faisait beaucoup de UNSS et puis un peu de waterpolo. Et donc, tous les ans, je disais, bon, alors il était dans les stages régionaux, il était tellement pas bon qu'il n'avait pas le droit de faire, il n'était même pas sélectionné à la Coupe de France des régions. J'ai réussi à l'imposer dans un relais, ça a quand même été compliqué, parce qu'il était moins bon que les autres en individuel. Forcément, il tenait pas une course. Et donc, il me dit oui, bon, écoute, je te rejoindrai bien à Amiens, mais bon, je vais attendre d'avoir le bac. Bon, alors le bac, 18 ans. Alors, comme c'était un élève, voilà, il aimait bien l'école, mais il ne courait pas après. Donc, 18 ans, il rate le bac. Alors, je lui dis, bah, tu viens quand même, tu vas passer à Amiens. Il me dit, non, je lui dis, je viendrai à Amiens quand j'aurai le bac. Il a fallu que j'attende encore un an, il arrive à Amiens, il avait 19 ans. Donc, je l'invitais toujours, par contre, au stage, au moment des vacances scolaires. Il venait à Amiens avec le pôle, je disais, au cas où tu viendrais, il faut quand même te mettre dans l'ambiance. Et donc, voilà un nageur qui nageait 3 fois par semaine, 4 fois à Friville, il faisait 2 km à 3 km par entraînement. Et quand il venait avec moi, en stage, il faisait 6-7 km. Puis à l'époque, généralement, quand je faisais des stages, c'était le moment où on en profitait pour travailler plus. Donc il faisait 6, 7, 8 km et il était devant tout le monde. Alors là, je me dis, Jérémy, écoute, il faut absolument qu'il vienne avec moi. Ouais, mais quand j'aurai le bac. Bon. Et puis, à la fin de la semaine, il était bien rincé, il rentrait chez lui, il s'entraînait 2 à 3 fois, mais ça lui suffisait. Et puis, à 19 ans, il a son bac, il vient sur Amiens, il s'installe, et
performant dans l'entraînement, mais j'avais d'autres nageurs qui étaient quand même plus performants que lui, et dont un nageur tunisien, Ahmed Mabouti, qui est un très bon nageur, qui a fait championnat du monde, qui a fait Jeux Olympiques, spécialiste de 200 mètres. Et donc Ahmed, à l'entraînement, systématiquement était devant lui. Et donc lui, ça lui plaisait pas. Il avait trouvé un truc pour essayer quand même de coller après chaque virage, c'est qu'il s'est aperçu que sous l'eau, il nageait, il rattrapait. Et donc l'autre, ça l'énervait, il s'énervait encore plus, et lui, donc plus ça l'énervait, plus il faisait couler. Et donc il a commencé à mettre en place un système qui lui permet d'être performant à l'entraînement. Donc moi, je me suis dit que, bon, bah, bien entendu, on n'est pas con, hein, quand on voit qu'un nageur commence à être performant dans un domaine, on l'encourage, au contraire, on va essayer de développer. Donc je l'ai encouragé à continuer cette forme de pratique à l'entraînement. On a commencé à faire des entraînements spécifiques, et puis en même temps, c'était l'apparition de 2 nageurs au monde utilisaient ce modèle, c'était Michael Phelps et Ryan Lochte, 2 nageurs américains, qui étaient les seuls au monde à l'utiliser. Donc je me suis dit, tiens, t'es le 3e au monde à le faire. Alors, je ne croyais pas trop, mais enfin bon. Voilà, je dis, je pense que ce modèle est viable. En tout cas, 2 nageurs très performants l'utilisent. Et puis, la première année, donc ça c'était en 2000, parce que tout s'est enchaîné très vite, 2007-2008, c'est ça, oui, 2007 il a 19 ans quand il me rejoint. 2008, on fait les championnats de France à 2008. Ah si, c'est les sélections olympiques. Oui, on a fait les championnats de France des jeunes. On a fait les championnats de France junior. Non, c'est 2007 qu'on fait les championnats de France junior. Et ce sont les championnats d'Europe, je ne sais plus où c'était en 2007. Bon, Jérémy fait les championnats de France junior, et là, tout le monde fait waouh, c'est-à-dire qu'il commence à nager, il fait des coulées monstrueuses, et il fait le temps de sélection pour les championnats d'Europe. Bon, c'était trop tard, c'était parti. Donc, en 2008, il commence bien entendu à montrer le bout de son nez. De 2009, c'est sa première sélection pour les championnats du monde. Il est à Rome. Il est champion de France avec record de France à Montpellier. Alors là, d'ailleurs, comme personne ne le connaît, quand il sort de l'eau, le commentateur de l'époque lui dit alors monsieur Stasiulis, vous êtes content? Stasiulis, c'est l'autre. C'était celui qui était champion de France régulièrement avec Aviagour. Et lui, tout timidement, il fait non, je m'appelle Stravius. Bon, alors, et l'autre, il comprend rien, donc tu dis mais quand même, vous êtes content? Bah, il dit oui, je suis content. Il dit mais vous avez fait un très bon temps. Alors Jérémy, il fait bah ouais, je crois que je vais mettre le record de France. Bon. Et à quelques dixièmes du record d'Europe. Alors là, on est quand même, on est dans la réussite, mais elle est entachée par le nouvel outil technologique que sont les combinaisons en polyuréthane. Donc on commence à dire, ouais, bon, Stravius, il a réussi, parce qu'en fait, il utilise un truc qu'il a... En 2009, c'est 40 records du monde qui sont battus à Rome, donc, avec les combinaisons. Donc on arrive à Rome, et bon, on ne croit pas forcément en nous. Moi, alors là, par contre, si j'ai eu un doute, c'est sur la poursuite de ma carrière, parce que j'ai dit que j'allais arrêter d'entraîner, parce que justement, tous ces records du monde, et puis tout ce que ça a impliqué dans cette nouvelle technologie, les combinaisons coûtaient 400 €, on faisait une course avec, on mettait 1 heure pour la mettre. J'ai vu que les gamins commençaient, les benjamins commençaient à acheter ces combines à 400 €. Donc celui dont les parents avaient de l'argent et ils pouvaient nager vite, l'autre il restait à la porte. Donc moi je me suis dit, bon, si mon sport se dirige dans cette voie, moi j'arrête. Bon, très vite ça s'est arrêté, heureusement. Et donc Jérémy ensuite prouve à nouveau c'est un nageur de haut niveau, championnat d'Europe à Budapest. Il fait 2e au 100 mètres d'eau, derrière Camille Lacour qui a failli battre le record du monde à ce moment, enfin en tout cas pas le record d'Europe. Et donc voilà, c'est le début de notre histoire avec toute simplicité. Et en 2010, après le championnat d'Europe à Budapest, je lui dis, on reprend la saison et quand on fait les rankings mondiaux, je lui dis, écoute, voilà, tu as la 6e performance mondiale de l'année. L'année prochaine, les championnats du monde ont lieu à Shanghai. Je pense que tu as un rôle à jouer dans cette natation mondiale. Alors lui, il dit, bof. Enfin, il n'y croit pas franchement.
Donc pendant un an, il s'entraîne, parce que c'est quelqu'un de toute façon qui s'entraîne très sérieusement, bon, même s'il est du vineux, on a un caractère un peu bien trempé, on est voilà. Eh bien, c'est quelqu'un qui fait très bien les choses, mais quand on le regarde, on a vraiment l'impression qu'il veut décrocher la lune. Et donc, quand je lui dis qu'il peut être sur le podium, enfin, à Shanghai, pour les championnats du monde, bon, il me dit, tiens, c'est marrant, Michel est pour moi, enfin bon. Donc, on se qualifie pour Shanghai. À Shanghai, il est champion du monde. Et là, il est champion du monde, mais je pense qu'il, comme je vous disais précédemment, lui, il n'était pas plus que ça préparé. Il aime bien s'entraîner, il a beaucoup de plaisir à s'entraîner, il a beaucoup de plaisir à performer l'entraînement. Et donc pour lui, sa carrière d'athlète ne se résume pas à la compétition internationale. Elle est au quotidien, c'est-à-dire dans le plaisir qu'il exprime avec ses copains à l'entraînement et dans les duels avec ses partenaires d'entraînement, puis aussi vis-à-vis de moi, c'est-à-dire les challenges que je peux lui donner. Voilà, des fois des séances qui paraissent insensées et qu'il réussit par bravade, en tout cas en disant bah ouais, t'as vu, tu m'as mis ça, mais moi je suis au bout de ce que tu nous as proposé aujourd'hui. Et donc la compétition n'est je ne vais pas dire n'est qu'un aléa, mais que ça fait partie de sa vie d'athlète de haut niveau, mais c'est pas une fin en soi. Alors malheureusement, eh bien 2012, l'année suivante, la qualification pour les Jeux, eh bien, il rate cette qualif en individuel, alors que je pense que cette année-là, il aurait pu continuer et être champion olympique, pourquoi pas. Il est qualifié au titre des relais. En relais, il s'exprime pleinement et donc il fait partie de l'équipe championne olympique du 4x100 mètres nage libre. Et puis, vice-championne olympique du 4x200 mètres nage libre. Et puis, quand on sort des Jeux olympiques en 2012, on sort du village olympique à Londres le dernier jour, et je lui dis alors, t'en penses quoi de ces Jeux? Et il me dit j'ai tout compris. Bon, alors quand il dit j'ai tout compris, c'est pas la peine que j'aille lui demander pourquoi, puisqu'il a tout compris. C'est pas la peine de partir et on rentre. Et donc je lui dis bah, écoute, donc c'était au mois d'août bien entendu, et je lui dis bon, on se retrouvera fin septembre. Et donc il me dit ouais d'accord. Et donc je lui prends du temps, on récupère. Et on a repris l'entraînement le 5 septembre, enfin je crois comme tous les ans, et lui il était au premier entraînement. Bon, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Oh, je m'ennuie à la maison, je joue au foot. Avec les copains, je joue au foot. Alors, bon, parce que comme tous les ans, on reprend l'activité, bon, on ne fait pas que nager, on fait plein d'activités. Et donc lui, ce qui lui plaisait, c'est de venir jouer au foot. Nager, s'en foutait un peu, mais voilà, avec les copains, il voulait partager du temps. Bon, et très vite, on s'est remis à l'eau, et là, je lui dis, mais quand même, qu'est-ce que tu attends cette année? Il dit, ça va être mon année. Et donc 2013, ça a été une année fabuleuse. C'est le premier nageur français à se qualifier sur 5 épreuves individuelles au championnat du monde à Barcelone. Bon, ça s'est pas passé franchement comme moi j'aurais voulu. Donc il est vice-champion du monde du haut 50 mètres d'eau. Il est médaille de bronze au 100 mètres d'eau. Champion du monde au titre du relais 4x100 mètres nage libre. Champion du 4x100 mètres 4 nage, champion du monde. Et donc, par contre, on est quatrième au 4x2. Donc voilà un garçon qui réussit son année 2013. Je me dis, ben oui, il sort d'un échec. Et de cet échec, voilà, il a tout compris. Je crois qu'il a dédramatisé. Et donc, il part sur cette lancée, il va très fort. 2014, patatras. 2014, c'est l'année des championnats d'Europe. Et là, il me dit, je n'ai plus envie. Donc je lui dis, bah arrête-toi, c'est fini, c'est fini. Il me dit, ouais, j'ai tout connu. Mais je lui dis, prends quand même 8 jours pour réfléchir. Donc rentre chez toi et prends 8 jours. Et puis après, je lui dis, t'as pensé aux milliards, t'as pensé à... Voilà, t'as pensé à ta famille, t'as pensé à... Ah, il me dit, non, je n'ai pas pensé à tout ça. Enfin bon, vas-y, prends le temps. Et donc il revient 8 jours après, il me dit, bon, ça y est, c'est décidé. Je dis quoi? Il dit, je continue. Bon, voilà, et on se remet. Mais bon, c'était compliqué, ça c'est un résumé, c'est simple, parce qu'il me dit ça au mois d'avril, après des championnats qui sont vraiment très moyens. Il se qualifie pour les championnats d'Europe. Au championnat d'Europe, il s'aperçoit quand même qu'il peut être encore champion d'Europe, mais il manque de préparation, donc il fait deux fois deuxième, au 50 dos et au 100 dos, champion d'Europe au 4x100 libre, et voilà, au 4x100 4 nage.
Bon, tout va bien. Et donc 2015, championnat du monde à Kazan. Je commence à quand même à voir 2014, ça faisait trace. Parce qu'on ne dit pas impunément j'arrête. Et on reprend comme ça en disant bah oui, voilà, c'est bon. Je crois que la nage sur le dos commençait à gonfler sérieusement parce qu'il ne trouvait pas la solution pour progresser. Il ne trouvait pas la solution, donc de moins en moins confiance en lui. Et donc moi, dans cet acte à la sortie des championnats d'Europe en 2014, alors, il y a des moments forts comme ça, hein, les Jeux Olympiques 2012, et là en 2014, je lui dis bon écoute, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut que tu décides, dis-moi ce que tu veux faire l'année prochaine. Et là, dans son regard, je vois qu'il est en train de dire Michel, j'en ai fait autre chose, et je lui dis tiens, hormis le dos, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il me dit bon, j'en ai marre du dos, je vais faire la nage libre. Alors bon, parce que la nage libre, pourquoi? Parce que il a été performant chaque fois dans tous les relais français au 4x100 et au 4x2. Donc je lui dis écoute, ok, on lâche le dos et on va se mettre à la nage libre. Donc en 2015, septembre 2015, on lâche tout le plan d'entraînement, tout ce qui était prévu en dos, et on se met à imaginer les formes d'entraînement nage libre. Enfin, quand je dis on se met à imaginer, j'ai surtout, je me suis creusé un peu la tête. Et donc le pari, c'était de se qualifier au championnat du monde 2015 pour Kazan sur le 100 mètres nage libre et sur le 200 mètres nage libre. Et donc face à une adversité quand même qui est assez dense, Manoudou, Gillot, bref, le sprint marseillais. Et donc au moment des championnats de France à Limoges, on se lance dans l'aventure et Jérémy est champion de France du 100 mètres nage libre. Donc qualifié à Kazan, bon, je ne vous dis pas les grincements de dents qu'il y a eu, nous c'est satisfaction d'y être. Donc voilà, au-delà de la performance, voilà, on était satisfait de démontrer que on pouvait être là même si on ne nous y attendait pas. À Kazan, manque d'expérience, bon après quand même il faut de l'expérience dans l'épreuve, les championnats de France c'en est une. Alors justement on a dédramatisé parce qu'on pense quand même que en France, quand on bat les meilleurs nageurs français au 100 mètres nage libre et qui représentent les meilleurs nageurs au monde de 100 mètres nage libre, on a tout gagné. Eh bien non, un championnat du monde, c'est vraiment différent. Donc Kazan, manque d'expérience, un tour en série, un tour en demi-finale, et là, tout se complique, quoi. Donc il est sorti, il s'est fait avoir dans les derniers mètres, mais parce qu'on ne maîtrise pas cette épreuve. Il ne suffit pas de bien nager. Après, tactiquement, il faut maîtriser certains passages, certains moments. Donc ça, on s'est dit qu'on allait le travailler, on allait se redonner encore une année, et donc le pari c'était de se dire 2016, c'est l'année de qualif pour les Jeux, on continue l'aventure et on va essayer de se qualifier au 100 000 ou au 200 000. Donc voilà, notre cheminement se fait sans imaginer un instant quels vont être les critères de sélection pour les Jeux Olympiques. Donc, n'empêche qu'au mois d'octobre, on a bien été. Parce qu'on avait imaginé le temps qu'il fallait faire le TQO pour se qualifier aux Jeux Olympiques, c'était 48-70. Il avait fait 48-50 la saison précédente, on se dit ça rentre dans les coups. Mais seulement au mois de fin septembre, début octobre, on dit temps de qualification pour les Jeux Olympiques, 48-13 au 100 mètres nage libre, et une 46-10 au 200 mètres nage libre, et ça on l'avait jamais vu. Alors puis on a été loin parce que 48,5, comment passer à 48,13 au mois de mars? Donc en fait on s'est dit bon, allez pourquoi pas, de toute façon c'est le niveau mondial qu'on nous réclame, on va le faire. Et donc au championnat de France, pour la deuxième fois, Jérémy devient champion de France du 100 mètres nage libre et réussit à passer sous les 48 secondes, donc en réalisant la deuxième performance mondiale du 100 mètres nage libre en 47,80-17. Et donc, alors là, encore une fois, personne n'y croyait. Nous, on y croyait. Enfin, on disait que c'était possible. Bon, je ne vous cacherai pas que, justement, pour y arriver, mon manque d'expérience dans ce domaine, j'ai quand même fait appel à... j'ai pas hésité à solliciter des entraîneurs de sprint. J'ai fait appel à l'entraîneur d'Alain Bernard, voilà, Alain qui a été champion olympique du 100 mètres nage libre en 2008. Voilà un petit peu cette vision. Et donc ces conseils, ces avis, même si il y en a certains que j'ai très vite oubliés parce qu'ils ne correspondaient pas, n'empêche qu'ils m'ont interpellé. Voilà, j'avais une connaissance du sprint mondial.
Donc voilà, ça m'a servi. On a réussi à se qualifier. Maintenant, on se prépare. Et la suite des événements, bah, ça sera bon. Avec une belle histoire, j'espère. Merci. Je pense que c'est important d'essayer d'éclipser un petit peu cette histoire, parce qu'elle dit beaucoup de choses qui vont à l'encontre des idées reçues sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, la détection jeune, le talent comme quelque chose d'inné, la capacité, enfin voilà, etc. Je crois que cette expérience, et surtout le rôle de Michel, moi je crois que Michel est plus quelqu'un qui accompagne que quelqu'un qui impose. Vous voyez à quel point son athlète le sollicite en permanence. Et lui, il dit pratiquement jamais non. Il dit non dans certaines situations, mais dans des choix forts, il est toujours à l'écoute. Moi, ça me semble être une qualité fondamentale de l'entraînement. Alors, on peut passer aux questions, si vous voulez. Oui. Il vous a estourdi, le chrétien? En tout cas, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion d'entraîneur. Je pense qu'au-delà de la théorie, il y a ce qu'on fait de la théorie. Finalement, ce sont des êtres singuliers dont il est question. Je le dis souvent, mais le monde du sport français est un monde qui s'est structuré dans ses formations, organisé dans ses formations, autour de la priorité de la technique. Alors que les gens qui nous battaient mettaient d'abord au centre de leur préoccupation la relation à l'athlète et la volonté de faire ensemble. Vous regardez dans de nombreux sports, il y en a un en ce moment là, dont on parle tous les jours, même s'il pleut. Vous écoutez les commentaires, c'est il n'a pas posé le pied où il fallait, sa prise de raquette n'était pas bonne, mais stratégie, tactique, vision du jeu, capacité d'adaptation, faire face à l'environnement, jamais vous avez un commentaire là-dessus. Le sport français s'est trompé en général, s'est trompé d'orientation. Le sport, c'est pas d'abord la technique. Comme la musique, c'est pas d'abord du solfège. C'est d'abord un désir profond de conduire une aventure avec quelqu'un ou avec quelques-uns et quelques-unes. Et ça transforme des choses. Alors bon, c'est pas moi de faire de la conférence. Mais je voulais tirer quelques conclusions de tout ça parce que moi, ça me semble symbolique de beaucoup de choses, en tout cas. Et je crois que cette leçon, elle est importante pour tous. Moi, je crois que ça interroge finalement à la fin notre condition d'être humain, tout ça. D'abord, ça marquera leur vie, ça va marquer la vôtre, si vous êtes... ce ne sont pas des histoires techniques, ce sont des histoires humaines fortes. Même s'il ne le dit pas, Michel, il a des doutes, il se pose des questions, etc. Il ne faut pas les faire voir, il faut les exprimer quelque part, mais il ne faut pas les faire voir. Il faut accompagner quelqu'un vers quelque chose de fort. Paul Valéry qui disait un homme fort, quelqu'un qui est porté par quelque chose de fort. Un grand H, hein, les femmes, c'est pareil. Mais en fait, moi quand j'ai douté, j'ai douté par rapport au modèle, par rapport à ce que vous enseignez. Enfin, vous enseignez. Ce qui était dans les cours, quand moi j'ai commencé à entraîner, c'était les grands principes physiologiques. Et donc les Russes, les physiologistes russes à l'Allemand de l'Est, avaient sorti des modèles. Et j'ai douté de moi-même parce que je ne comprenais rien. Donc en fait, quand je commençais à construire mes séances, je disais il faut faire des 30 secondes à lactique, aérobie. Franchement, sur les durées et tous les processus, j'avais l'impression que mon agent, s'il ne passait pas par telle étape, s'il n'était pas à telle intensité, et il fallait noter, il y avait plein de choses à faire, des vitesses, et là, moi, je ne comprenais rien. Et donc, je me suis aperçu que je construisais des séances, des pseudo-séances scientifiques,
qui étaient sur des modèles, puis qu'en fin de compte, il ne se passait rien du tout de ce que, non pas j'avais imaginé, ce que j'avais lu. Je me rappelle, j'avais Platonov, j'avais Astran, bref, Kuzima, j'avais des trucs, mes livres, et j'allais dedans parce qu'il fallait que ça me sécurise. Et donc, plus j'y allais, plus je doutais, parce que moi, je comprenais. Et un jour, je me suis aperçu, quand j'ai fait, pas une autocritique, mais je me suis analysé un peu, mais je me suis dit, mais t'en fais quoi de ça? Je me suis aperçu que j'en faisais rien du tout. Alors, je sais que je fais de l'aérobie quand je travaille une demi-heure, je sais que je fais du sprint quand ça va durer 20 secondes. Il ne faut pas être imbécile, mais que quand on prend des pulsations, si elles sont à 180 ou à 120, il y a une différence. C'est pareil, les lactates, j'avais mis en place des lactates. Puis alors j'essaie de me rassurer avec ça, j'ai acheté un petit Smart, mais j'ai acheté tous les instruments pour faire des lactates, machin, tout. Ça nous a coûté un peu rond. Je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce que je me dis, si j'ai commencé à m'en servir. Et quand je faisais, alors déjà, les gens s'étaient regardés. Deuxièmement, des fois j'ai piqué de travers, enfin bref. Et puis après, quand j'analysais, je disais, mais ça n'a pas lisse. Mais c'est évident. Enfin, surtout, je n'ai pas le droit de le faire. En plus, j'ai failli avoir un procès. Non, c'est vrai en plus. Alors faire venir un infirmier, ça coûtait très cher, donc j'ai abandonné. Et donc voilà, pareil sur la technique, c'est-à-dire que il y a eu des courants forts dans la natation française sur l'amplitude, la force, la vitesse, force de propulsion. Et j'ai plongé dedans parce que les entraîneurs adorent dans les nouveautés. Et puis après, je me suis aperçu que, en fin de compte, oui, c'était une idée, c'était un chemin, mais il fallait surtout pas que je fasse la même chose. Mais n'empêche qu'au début, j'étais là, je regardais systématiquement les nageurs, combien de coups de bras, combien ça fait quoi en force de propulsion, et puis après, je me suis aperçu que je les emmerdais plutôt qu'autre chose, que je le faisais sans savoir. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas honorifique, mais je crois qu'on disait toujours, Monsieur Jourdain, c'est de la prose sans le savoir. Et moi, des fois, je me dis qu'on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que des fois, on fait de la prose, on écrit des choses, mais en fin de compte, on ne s'en rend pas compte. Et qu'en fait, si on l'écrit de différentes façons, en fait, je veux pas dire qu'il y a toujours ce sens à ce qu'on fait. Et que, voilà, il ne faut pas s'imaginer être maître SA, ou enfin bref, il suffit de faire, et en fait, de croire à ce qu'on fait. Et là, en fin de compte, on doute de moins en moins, on est peut-être de plus en plus sûr de soi, alors peut-être qu'on a un niveau qui pas surdimensionné, mais bon, voilà, on a l'estime pour soi-même, on n'est peut-être pas narcissique, mais en tout cas, il faut bien croire en ce qu'on fait, parce que le gars qui vous regarde, moi je suis dans le, ils sont dans le haut, donc je les regarde toujours de haut. Si on commence à être là en disant, écoute, je t'ai fait faire 3 fois, enfin je sais pas trop ce que ça veut. Et si on arrive en disant, aujourd'hui vous avez ça à faire, j'attends ça de vous, je pense que vous avez un challenge à réussir, je compte sur vous pour le... Voilà, là il y a une autre dynamique. Alors que si en fin de compte, donc quand on dit ça, voilà, on se met en scène. Il faut bien jouer un jeu. Et bon, alors on revient à Philippe Lucas qui lui veut mettre un truc en scène, il va être là, toi, voilà. Bon, il va jouer son rôle. Moi je le jouerai différemment. D'autres entraîneurs vont le faire, mais je crois qu'on est acteurs. Il y a les acteurs dans l'eau, mais nous on est acteurs d'une pièce un peu, d'une partie de la pièce qu'on a écrite. Super. C'est fini. Merci. Finalement, faire en faisant et en faisant se faire. C'est une belle conclusion. Hein. Merci Michel. Michel, donc c'est un moment important, ça restera dans l'histoire de l'Académie, cette première conférence. Merci à toi.